TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. La 20e réunion ordinaire du comité des experts du Conseil de l'Entente est ouverte depuis ce matin à Lomé. Il sera également question de préparer les prochains conseils des ministres et la conférence des chefs d'État du Conseil de l'Entente à découvrir dans ce journal. Et puis, comment gérer les stocks des produits agricoles au Togo pour répondre aux normes sous-régionales et permettre ainsi une sécurité alimentaire dans l'espace CEDEAO? Eh bien, la réponse est consignée dans un manuel élaboré par l'Agence nationale de la sécurité alimentaire au Togo, ANSAT. Vous en saurez plus dans ce journal. Voilà donc pour les titres. Le comité des experts du Conseil de l'Entente tient depuis ce matin à Lomé sa 20e réunion ordinaire. Les travaux porteront essentiellement sur les comptes de l'exercice 2020 arrêtés le 30 décembre, les travaux préparatoires des délibérations du Conseil des ministres et les décisions de la prochaine conférence des chefs d'État sont également au menu des assises. Voyons cela avec Chazanam Baga. Exercice de reddition des comptes du Conseil de l'Entente depuis son basculement en 2020 au budget programme. 3 jours pour le comité des experts pour éplucher tous les dossiers relatifs à l'arrêté des comptes de l'exercice 2020. Les opérations du Conseil de l'Entente sont suivies par un corps de contrôleurs. Nous avons à demeure un contrôleur financier nommé par la conférence des chefs d'État et qui rend compte au Conseil des ministres. Nous avons ensuite un commissaire aux comptes qui, chaque année, vient examiner les comptes et les certifie. Ensuite, nous avons un comité d'audit constitué des membres de 5 États. Le comité d'audit aussi examine les comptes et se prononce sur ces comptes. Donc nous avons un corps de contrôleurs contrôle. Donc, lorsque ceux-là disent les comptes sont bons, c'est qu'ils sont bons. Les assises vont permettre également aux experts de préparer les délibérations du Conseil des ministres prévues le 28 mai 2021 et les décisions de la prochaine conférence des chefs d'État du Conseil de l'Entente. Le cycle des élections est terminé dans les 5 pays. Nous espérons que cette fois-ci, nous aurons bel et bien une conférence des chefs d'État. Ce ne serait pas lourd, ce serait une conférence par visioconférence, puisque certains dossiers doivent être absolument approuvés par les chefs d'État. Le dossier sur le mécanisme en temps de renseignement, les dossiers sur la sécurité. Il y a 3 jours, nous avons une réunion importante des ministres chargés de la sécurité et des frontières. Donc des propositions, des recommandations sont faites par ces ministres-là qui vivent au jour le jour la situation sécuritaire. Et ces dossiers doivent être absolument examinés par nos chefs d'État pour nous permettre de poursuivre les efforts. Ouvrant les travaux de cette 20e réunion ordinaire, le président du comité des experts du Conseil de l'Entente, Fandinou Komlavi, a exhorté les États membres à redéfinir les politiques de développement en vue de construire une communauté plus prospère, inclusive et socialement équilibrée. Le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières est en tournée nationale à la rencontre des maires, des chefs traditionnels et des responsables d'ONG. Il échange avec ces acteurs de développement sur leur implication dans la gestion durable des écosystèmes forestiers au Togo. L'étape de la région de la Kara avec la correspondance sur place de Nestor Mozo. Selon l'inventaire forestier effectué en 2016, le taux de couverture forestière au Togo est de 24,24%. En 2018, le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières a réalisé une étude qui a relevé que les forêts togolaises ont un taux de dégradation annuel de 0,91%. L'heure est donc grave. Le gouvernement sonne l'alerte pour une mobilisation des acteurs de développement à tous les niveaux pour inverser la tendance. C'est dans cette optique
que le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières a entrepris une tournée pour échanger avec les acteurs locaux, notamment les chefs de canton, les organisations de femmes, les ONG, la société civile et surtout les maires sur leur implication dans la gestion durable des écosystèmes forestiers au Togo. Pour un bon équilibre, lorsqu'on enlève un arbre à gauche, on le remet à droite. Le gouvernement a confié à notre ministère comme objectif d'atteindre les 25% de couverture forestière d'ici 2025. Le chef de l'État, son Excellence, M. Faure Essodimna Gnassingbé, est allé encore plus loin après l'objectif pour dire qu'il faut qu'on mette tout en œuvre pour que dans les 10 années à venir, nous puissions planter 1 milliard d'arbres pour que notre couverture forestière soit garantie, mais aussi pour qu'au niveau du parc industriel de Lomé et dans d'autres préfectures, on puisse constater l'arrivée des investisseurs pour la construction des usines destinées à la transformation du bois. La lutte contre la dégradation des forêts ne doit laisser personne indifférent, eu égard aux conséquences de ce phénomène. Le message du ministre de l'Environnement et des Ressources forestières est bien perçu par les acteurs rencontrés. Nous avons suffisamment été outillés sur les mécanismes que nous devons développer dans nos collectivités respectives pour faire en sorte que la préservation forestière soit une chose que nous devons inclure dans nos plans de développement communaux. Chaque maire, en partant après cette rencontre, sait que c'est un engagement pour le reboisement afin de restaurer les forêts parce qu'on ne peut pas vivre sans arbres. Le ministre Katari Foulibazi a promis que son département fera prochainement un tour dans les différentes communes pour voir les espaces disponibles et comment les collectivités entreprennent les opérations de reboisement. Les opérations de reboisement pour un meilleur écosystème et cela pour une meilleure productivité agricole. Et une fois les produits agricoles disponibles, il faudra les gérer et bien les gérer. Mais comment le faire pour assurer une sécurité alimentaire dans le pays? Eh bien, la préoccupation est prise en compte par un manuel élaboré par l'Agence nationale de la sécurité alimentaire au Togo, ANSAD. Sylvain Abdou nous fait découvrir son contenu. Depuis mars 2020, l'ANSAD, Agence nationale de la sécurité alimentaire, a entamé l'élaboration d'un instrument de stockage, notamment la stratégie nationale de stockage et le manuel de procédure de stock des produits. Une note de politique de gestion pour assurer une meilleure gouvernance des stocks des produits vivriers, de sécurité alimentaire et nutritionnelle, mais aussi mieux se conformer aux dispositions en matière de stock des produits au niveau de la CEDEAO. Cette politique, communément appelée manuel de procédure et de gestion des stocks des produits alimentaires, est aujourd'hui arrivée à terme en matière d'élaboration. C'est ce document qui est ici soumis pour analyse en vue de sa validation. C'est un document qui unit toutes les actions qui doivent être menées par les différents acteurs qui interviennent dans la sécurité alimentaire pour améliorer le quotidien des producteurs, pour améliorer la résilience et aussi intervenir en cas de crise alimentaire. Cet instrument va donc permettre aux acteurs d'améliorer désormais leur manière de faire et surtout va aider les producteurs à mieux s'organiser pour contribuer à la souveraineté alimentaire. Donc déjà que nous devons produire quantitativement et qualitativement et les stocker dans de bonnes conditions. Parce que quand vous avez un bon produit, vous pouvez aussi le vendre à un prix rémunérateur. Donc pour nous, cet outil qui vient de voir le jour, nous ne pouvons que la saluer parce que nous devrions aussi, au niveau paysan, devenir des acteurs de développement, des professionnels agricoles. L'élaboration de cette politique de gestion initiée dans le contexte du projet de stockage de la CEDEAO a eu l'appui financier et technique de l'Agence régionale pour l'agriculture et l'alimentation ARA. Ceci pour faciliter la mise en place de cet outil de gestion dans le secteur de la sécurité alimentaire.
Nouvelle technologie à présent avec BAM Lab d'Apan, l'autre nom de l'incubateur Nounia Lab. L'incubateur de la région des Savanes a pour leitmotiv fédérer les génies pour innover. Quel sera son impact sur la région? Gérard Lagoudou nous en dit plus. Avec BAM Lab d'Apaon, c'est toute une palette d'opportunités offertes aux présents et futurs animateurs de la vie socio-économique pour le développement de la région des Savanes. Nous faisons du profilage, nous faisons de la recherche, de l'identification pour trouver des projets. N'importe qui a une idée en tête, même s'il n'a pas encore d'idée, le fait de venir fréquenter le centre et aller sur Internet, apprendre de nouvelles choses, ça peut déclencher quelque chose en lui. D'accord? Et il sera capable demain de créer une entreprise. Il y aura des ateliers de formation, des conférences qui vont permettre aux jeunes d'avoir un esprit ouvert. Ici, tout va se greffer sur des innovations technologiques orientées vers des secteurs bien définis. La particularité de l'incubateur d'Apan, c'est de voler vers des secteurs comme l'agriculture. Nous savons que c'est le secteur porteur dans la région des Savanes. Donc l'agriculture, l'élevage, le pastoral, l'environnement et l'écologie, la culture et l'artisanat. Maintenant, on a le transport et les services. Donc voilà les 6 secteurs dans lesquels nous comptons travailler. Et déjà, les bénéficiaires peuvent se frotter les mains. Leurs activités seront beaucoup plus rentables à travers cette vitrine. Je suis dans le domaine de l'élevage, spécialement dans l'élevage des béliers, l'engraissement des béliers et leur commercialisation. C'est un sentiment de joie qui nous anime, nous les jeunes de Dapon. Cela prouve que nous ne sommes pas oubliés dans le projet du chef de l'État. Cela aussi va nous aider à réaliser beaucoup de choses dans l'avenir, nous permettant de nous autonomiser. La volonté du chef de l'État de poursuivre la mise en place des incubateurs de créativité pour les jeunes, à raison d'au moins un par région, est d'accélérer le développement d'un hub d'innovation digitale suivant la feuille de route 2020-2025 du gouvernement. C'est une démarche qui consiste à mettre tous les acteurs ensemble et trouver des solutions qui participent au développement économique de la région, mais aussi à l'insertion socio-économique des jeunes à travers l'entrepreneuriat, à travers l'innovation. L'approche de la mise en place de cet incubateur, en réalité, résulte de son caractère innovant. Les travaux sont financés par le PNUD à hauteur de 70 millions de francs CFA dans sa mission d'accompagner les États vers l'atteinte des objectifs de développement durable, ODD. Et le numérique est plus que présent dans tous les secteurs d'activité. Il s'invite désormais dans l'éducation et se révèle être un outil incontournable pour l'apprenant. Elie Agbanyadao nous fait découvrir dans le dossier qui suit l'utilité du numérique pour les élèves. Viens m'aider. Qu'est-ce qu'il y a? Je dois faire des recherches. Sur quoi? Léa, 12 ans, élève en classe de 5e, plongée ici dans ses cours de SVT, les sciences de la vie et de la terre. Mais aujourd'hui précisément, Léa a une préoccupation. Une recherche sur la géologie et géodynamique demandée par son enseignant. Je trouve la recherche que j'ai faite avec maman très intéressante et ça me permet aussi d'être en avance sur le cours du maître et de pouvoir réagir aux questions qu'il pourrait poser en classe. La pratique est maintenant courante. Les enseignants donnent aujourd'hui des recherches à faire sur Internet. Il nous arrive régulièrement de donner des exercices de recherche aux élèves. Avec le numérique, les élèves ont la possibilité d'approfondir leurs recherches. Lorsque on leur donne des thèmes de recherche et qu'ils reviennent par rapport à ces thèmes-là, et le professeur essaie de dérouler ce chapitre-là, les élèves sont beaucoup plus dynamiques par rapport à ça. Ils sont plus participatifs. Une fois à la maison, à l'heure des recherches, Léa se fait aider par sa maman dans l'exercice. Elle revient à la maison avec des exercices que monsieur les a donnés de faire des recherches sur Internet. C'est moi-même qui prends le portable pour lui faire ce genre de recherche. Je ne lui remets pas le portable de le faire parce qu'elle peut toutefois aller regarder d'autres vidéos ou bien regarder des choses des grands qui ne le concernent pas. Effectivement, le risque est réel.
Sous prétexte d'une recherche de l'école sur l'exercice donné, l'enfant a vite fait de glisser sur des publications peu recommandées. Aujourd'hui, c'est un outil de travail et c'est très important de formaliser cet outil de travail-là pour la réussite des enfants. Donc les parents doivent y veiller à la maison pour que cet outil-là ne devienne pas un instrument qui détruise l'enfant par rapport à son éducation à l'école. Aux parents, nous les exhortons de patienter ou bien d'attendre que l'élève parcourt le cursus secondaire et à l'université. C'est là encore que l'élève peut avoir ça ou bien l'apprenant peut avoir ça et bien savoir gérer. Certes, ça peut aider dans les secondaires, mais il faut le concours des parents pour que autre chose ne se fasse pas à la place d'autre chose. Chaque chose a son temps. Il est vrai, les TIC sont des outils au service de l'apprentissage, un précieux atout pour l'élève ou l'apprenant. Mais alerte aux parents qui, à défaut de jouer des gendarmes derrière leur enfant, doivent tout de même rester vigilants. Et ce sont les nouvelles technologies qui ont été la planche de salut pour les fidèles chrétiens en cette période de crise sanitaire. Face aux différentes restrictions dans les lieux de culte, nombreux sont ceux qui sont devenus des chrétiens 2.0. Les détails dans ce dossier de Sandrine Zidol avec la voix de Gerson Deveau. Elles sont nombreuses, ces églises, à faire du numérique leur allié premier en ces temps de Covid-19. Respect des mesures barrières, distanciation physique, confinement et autres interdictions n'ont pas empêché ces églises d'assumer leur rôle, celui de prêcher la bonne nouvelle. Facebook, YouTube, WhatsApp et autres canaux de communication et d'information ont permis aux fidèles chrétiens de vivre leur foi et de rester en communion, même à distance, avec le pasteur, prêtre. Avant Covid-19, le culte était assuré en live seulement les dimanches. Mais avec le confinement, il fallait assurer tous les programmes en live. Nous avions renforcé l'équipe et le matériel pour assurer tous les services, que ce soit la prière, les études bibliques en cours de semaine, les réveils. Covid nous a fait aussi du bien, c'est vrai. C'est un mal que nous voulons vraiment éradiquer de ce monde. Mais Covid nous a permis aussi d'avoir cette présence digitale, de telle manière que pour les directs, au niveau des paroisses et communautés, il faut avoir d'abord un trépied pour stabiliser l'image. Il faut avoir un bon smartphone et puis il faut avoir un petit micro pour avoir le son. L'impact sur les fidèles, vous êtes en communion avec votre paroisse et puis la parole de Dieu vous parvient. Ces réseaux sociaux, surtout les Facebook Live, les directs, nous permettent au moins la visibilité et d'accroître aussi notre foi. Il fallait poursuivre contre vents et marées les missions de Jésus-Christ, l'enseignement de l'Évangile, le sauvetage des âmes en dépit de la Covid. Partout, sur son lieu de travail, en voiture ou en famille, le chrétien cherche à maintenir son contact avec Dieu. Tout cela rendu possible grâce au numérique, les postings des audios, les vidéos des offices religieux via les réseaux sociaux, les retransmissions en direct des messes et prières, les web radios et TV ont valablement remplacé les rencontres présentielles d'adoration. À la maison, tout comme à l'église, c'est pareil parce que c'est le Saint-Esprit qui est là, c'est le Saint-Esprit qui nous convainc de ce qu'il est en train de dire. Je n'ai pas de problème à suivre le culte à l'église ou sur YouTube à la maison. Le moins qu'on puisse dire, les églises ont su maintenir le cap grâce au numérique. Conséquence, la non-interruption des services religieux en cette période de Covid-19. La facture numérique telle que visée par les autorités togolaises semble vraiment dépassée. Et à ce jour du lundi 24 mai 2021, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 13 381. 7 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries s'élève à 12 330. 52 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 926. Le nombre de décès est de 125.
Un communiqué signé par le ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Mijiawa. Et parlons toujours de la crise sanitaire. L'Organisation mondiale de la santé pense déjà construire le monde post-Covid. Et oui, l'organisation reçoit les différentes suggestions des États pour stopper la crise présente et parer à toute éventualité pour l'avenir. Mettre fin à la pandémie de Covid-19 et prévenir la prochaine. Voici le thème de l'Assemblée annuelle de l'Organisation mondiale de la santé qui s'est ouverte ce lundi. Le président français Emmanuel Macron et la chancelière allemande Angela Merkel ont plaidé pour un renforcement de l'OMS. Le directeur général de l'organisation a d'abord tenu à applaudir le personnel médical du monde entier et notamment les milliers de soignants décédés du Covid. Tedros Adhanom Ghebreyesus a également appelé les pays à réaliser un effort considérable pour faire en sorte que 10% de la population de chaque État soit vaccinée d'ici septembre. Il a aussi réitéré ses préoccupations concernant l'inégalité d'accès aux vaccins et a appelé chaque pays à prendre conscience de ses erreurs. Cette pandémie a été déclenchée par un virus hautement transmissible. Mais elle a été stimulée par la division, l'inégalité et le manque historique d'investissement et de préparation. Alors que nous nous remettons et que nous reconstruisons, nous devons faire plus qu'arrêter les virus. Nous devons nous attaquer aux vulnérabilités qui permettent aux éclosions de devenir des épidémies et aux épidémies de devenir des pandémies. Le directeur général a également déploré qu'un petit groupe de pays accapare les vaccins contre le Covid-19. Selon lui, plus de 75% de tous les vaccins ont été administrés dans seulement 10 pays. Et l'actualité est également marquée par les suites de l'éruption volcanique en République démocratique du Congo avec des émanations toxiques et de fréquents tremblements de terre. La ville de Goma a vécu un dimanche éprouvant. La nuit précédente a fait remonter les traumatismes au sein de la population et mise à jour des défaillances dans la surveillance du dit volcan. En République démocratique du Congo, le bilan de l'éruption du volcan Nyiragongo s'est encore alourdi ce lundi. Les corps de 5 personnes ont été retrouvés en périphérie de la ville de Goma. Des personnes mortes asphyxiées par les émanations toxiques de la lave rocheuse. Ces décès s'ajoutent aux 15 déjà enregistrés ce dimanche. Le volcan Nyiragongo, situé à quelques kilomètres de là, est entré en éruption samedi soir. 2 coulées de lave se sont échappées de ses pentes jusque dans les faubourgs de Goma. Désormais, la lave ne progresse plus, mais elle continue de dégager des vapeurs toxiques dangereuses pour la santé. Et surtout, l'activité sismique dans toute la région reste forte, avec d'intenses et fréquents tremblements de terre. De nombreux habitants avaient fui dans la nuit de samedi à dimanche. Ils sont revenus depuis et ils ne peuvent que constater les dégâts. Des maisons englouties par la coulée de lave. Certains font part de leur colère. On considère que l'Observatoire de volcanologie de Goma n'a pas fait son travail comme il faut, dit cet homme. Ceux qui y travaillent sont des incompétents, ils doivent démissionner. Ils n'ont pas anticipé l'éruption et donc tout le monde a été pris de court. Moi, j'ai tout perdu. On ne comprend pas à quoi sert cet observatoire de volcanologie. Les coulées de lave ont recouvert une partie de la route qui relie Goma à Butembo, un axe d'ordinaire très fréquenté dans cette province du Nord Kivu. La dernière grande éruption du volcan Nyiragongo remonte à 2002. À l'époque, une centaine de personnes avaient trouvé la mort. Et puis cette information à présent, on apprend l'arrestation du président de la transition et du Premier ministre malien. La composition du nouveau gouvernement venait à peine d'être annoncée sur les antennes de la télévision nationale malienne que la situation à Bamako s'est subitement tendue. Des mouvements de troupes ont été observés au camp militaire de Kati, à une quinzaine de kilomètres de Bamako, ainsi que dans plusieurs points de la capitale. Et selon les informations, le président de la transition, Bandao, ainsi que le premier ministre Mokhtar Ouane ont été conduits sous escorte militaire à Kati. Et cette soudaine montée de tension intervient après l'annonce de la mise à l'écart dans le gouvernement Mokhtar Ouane de 2 membres influents de l'ex-Conseil national pour le salut du peuple qui a mené le putsch du 18 août 2020 contre Ibrahim Boubacar Keïta. Retour en page nationale et direction la préfecture de Meaux, où les localités de Banda, Bessio et Agbamasomu disposent désormais d'infrastructures sociales
collective et un projet du gouvernement togolais exécuté par l'ANADEB. Désiré Aloï pour des précisions. Dans la région centrale, beaucoup d'infrastructures socio-communautaires ont été réalisées, d'autres en gestation. Œuvre du gouvernement togolais dans l'objectif d'assurer aux populations à la base un minimum vital commun et lancer les localités sur la voie de leur développement. La matérialisation de ces infrastructures intervient après la validation des projets par le comité régional d'approbation, CORA. Ici à Colina, dans Tchaoudjo 3 par exemple, la priorité était un jardin d'enfants, aujourd'hui concrétisé. Une visite de terrain du CORA pour recueillir l'avis des bénéficiaires. À Colina ici, nous avons demandé un jardin et le CORA est venu nous visiter et nous sommes contents de la construction du jardin. Maintenant là, nos enfants sont en sécurité dans ce bâtiment. On remercie le gouvernement. L'ouvrage est construit dans le cadre du projet FSB, filets sociaux et services de base, piloté par ANADEB, qui a mis aussi à la disposition de la communauté de Doucidé un forage photovoltaïque. C'est vraiment pour nous un grand plaisir d'avoir ces forages qui non seulement nous donne de l'eau satisfaisante, mais aussi ça a changé le quotidien des femmes, surtout les enfants. Nous disons vraiment merci le gouvernement pour ces projets. Même satisfaction observée à Aléhéridé, où les bénéficiaires voient leur centre communautaire et un forage en finition. L'eau, c'est la vie. C'est une chance, c'est une grande chance. À ce niveau, dans l'endroit-là, il y avait pénurie d'eau. Dieu merci, nous avons eu le forage. Dans 2 mois, si vous arrivez ici, vous allez voir de jolis bâtiments pour ce centre. Ça va nous permettre de se réunir ici pour des échanges d'idées, des réunions pour le développement de notre communauté. Le projet touche aussi les hangars de marché et les unités de soins périphériques. La stratégie d'intervention se repose sur l'approche de développement conduite par les communautés. Sur les 34 micro-projets approuvés par le comité dans la région centrale, 27 sont réalisés à ce jour. On a eu à remarquer à tous les niveaux une bonne pertinence de ces projets-là qui répondent vraiment à des besoins clés, des besoins qui proviennent de la base. Effectivement, la mise en œuvre de ces projets, il y a eu des renforcements des capacités qui ont été faits sur différents modules, différents thèmes liés à la gestion communautaire des projets. Et à certains niveaux, nous avons remarqué que c'est des nouveautés au niveau des communautés. Donc il faudra continuer, poursuivre en faisant des suivis, des recyclages pour mettre toujours à niveau ces communautés-là. D'abord, nous allons adresser notre remerciement au ministère du Développement à la base et demander à nos communautés de prendre soin des acquis et de pérenniser vraiment les œuvres. Le gouvernement togolais est soutenu dans ce vaste projet incluant les transferts monétaires par la Banque mondiale. Vous venez donc de suivre la réception d'infrastructures sociaux et socio-communautaires donc du côté de la région centrale. Vous découvrirez celle de la plaine de Meaux, de la préfecture de Meaux dans nos prochaines éditions. Le concours international génie en herbe OADA édition 2021 a connu son apothéose samedi sur le plan national. 10 candidats étaient en lice pour seulement 3 places qualificatives pour la phase finale internationale au Tchad. Ulrich Amega, Sonia Ménico pour le compte rendu. 2 minutes pour répondre à 10 questions à choix multiples, 8 autres sur l'intégration africaine et 10 minutes de plaidoirie par candidat sur un cas fictif en droit des affaires, droit de sûreté et d'arbitrage entre une banque et une société. Raison pour lesquelles M. Abbas Abba a été recruté ne sont pas remplies. La Banque du Sud a été tout simplement dans l'obligation de mettre fin en février 2018 au contrat le liant à M. Abbas Abba. Le tribunal arbitral, naturellement compétent, a condamné la banque pour rupture avant terme du contrat et aux indemnités compensatrices de congés payés. C'est cette sentence qui, dans le fourvoiement de la demande, est déférée par devers la CCJA pour annulation.
Ils sont 10 candidats venus de différentes écoles de droit de la capitale à mettre en concurrence ici leurs connaissances et capacités juridiques sur le sujet. Et parmi eux, 3 candidats ont su tirer leur épingle du jeu. Les jurys en ont décidé. Je veux dire que c'est la détermination, surtout le travail et l'abnégation. Je trouve qu'il faut être à l'affût de l'actualité surtout pour pouvoir avoir les notions nécessaires et tout le bagage qu'il faut afin de répondre à ces questions. Parce que lorsqu'on vous pose les questions sur l'intégration africaine, on pose souvent des questions sur l'actualité. Donc si vous ne suivez pas l'actualité, vous ne serez pas à même de pouvoir y répondre convenablement. C'est l'édition 2021 de la finale nationale du concours Génie en herbe OADA, une initiative de l'Association des étudiants juristes du Togo qui veut inculquer l'esprit de la maîtrise de l'outil juridique aux futurs juristes. J'ai constaté que les candidats avaient un bon niveau, ils étaient dans le camp et c'est du potentiel. Il y a la présentation, c'est-à-dire comment vous êtes habillé, l'argumentation, les éléments bruts dont vous déposez, comment vous présentez ça en argumentation pour convaincre le jury. Il y a ensuite la gestion du temps. Sur le plan purement juridique, ils ont une bonne formation et ils ont toute l'aptitude nécessaire. L'essentiel aujourd'hui pour eux, c'est de continuer à travailler dur. Ces 3 lauréats vont représenter le Togo à la finale internationale de ce concours qui aura lieu au Tchad en septembre prochain. Ambition, revenir avec le trophée comme ce fut déjà le cas en 2012 et 2017. Parcourir ses albums à travers ses titres phares, c'est l'exercice auquel s'est livré l'artiste de la chanson Charles Ozo. Il était en concert live samedi dernier du côté de l'Institut français à Lomé. Retour sur l'ambiance qui a régné avec Magloire Akoui et la voix de Yasmine Odia. Du beau, du rythme agbaja mêlé de gazo, Charles Ozo a tenu son public en haleine pendant 3 heures. C'est toujours un plaisir de l'entendre chanter et de le voir, tout simplement. Je suis venu juste pour le voir, pour partager sa bonne humeur sur scène. C'est une idole à moi. Ses prestations, comment il bouge sur scène, les paroles qui sortent de sa chanson, ça me plaît. C'est un artiste très formidable, je l'aime beaucoup. À travers ces titres, Nyekanikbe Machio, On va toucher l'intouchable, ou encore La vie au combat, Topo, Charles célèbre la tradition de son Togoville natale. Au-delà du Togo, l'artiste apporte la richesse culturelle d'une Afrique baignée dans la splendeur de sa tradition. C'est toujours un plaisir immense de le voir sur scène. Et ce soir encore, il nous a émerveillés. C'est vraiment une fierté pour nous, une fierté togolaise et africaine. Nous sentons à chaque fois qu'on le voit sur scène qu'il travaille son art, travaille sa musique. Et ce que nous le souhaitons, c'est de pouvoir l'extérioriser. Il le fait déjà, mais encore plus porter le nom du pays, le nom de notre culture au-delà des frontières. Ça a été un spectacle très captivant. La prestation de l'artiste a été extraordinaire et c'est toujours très valorisant pour l'artiste de mettre en avant nos valeurs traditionnelles, de les magnifier et de permettre à la jeune génération d'y accéder. Sa présence ce soir sur cette scène à l'Institut français, Charles Ozo l'a
Adjoint au All Music Award 2020 de Radio Zéphyr. L'artiste avait tapé dans l'œil du grand public et des organisateurs par sa percussion. Je parle de l'essence même de l'Afrique. Comme je viens de le dire dans le concert, nous Africains, même si on est chrétien, on est bouddhiste, on est musulman, on doit chercher à savoir ce que nos arrière-parents nous ont laissé. Parce que l'Afrique même a déjà ses lois. Et moi, c'est ce que moi je chante. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes et bonne reprise de travail demain. Bonsoir.